D'abord, il y a eu le panneau du village, retourné dans la nuit, et jour après jour, ça s'est répandu dans tout le pays. Et ça a duré des semaines, tout l'hiver, avec cet étrange symbole qui disait « c'est le monde à l'envers ». Finalement, le 16 janvier, sur la place du Capitole à Toulouse, le premier appel à bloquer les routes est lancé, non pas par les syndicats, mais par un agriculteur jusqu'alors inconnu. Bientôt, des points de blocage se forment dans tout le pays. On y brûle ce qui traîne dans la ferme, des pneus, de la paille et des palettes. Et 2 jours plus tard, près de 400 km d'autoroutes sont bloqués dans le sud de la France et jusqu'à l'Espagne. C'est l'exaltation. On demande un revenu pour les agriculteurs. Mais les dirigeants syndicaux de la FNSEA reprennent le contrôle du mouvement, monopolisant micro et caméra et trahissant les revendications de la base. Le mouvement, tardivement rejoint par la Confédération paysanne, se déplace alors vers les supermarchés, les plateformes logistiques et les centrales d'achat. Alors on est là une grande délégation de la Confédération paysanne au siège social historique de Lactalis. C'est une première, je pense qu'il faut prendre la mesure, une des emblèmes françaises et mondiales de la prédation du travail des paysans ici en Mayenne, ici en France et partout dans le monde. On est bien au cœur de la machine. Le 1er février, Gabriel Attal annonce les nouvelles mesures, de vagues promesses de taper sur les doigts des industriels et des supermarchés, qui tirent les prix de rachat toujours plus bas, mais surtout, au grand bonheur des industriels, un démantèlement minutieux des quelques mesures de protection de la biodiversité. Rien pour l'agriculture paysanne. Rien contre l'endettement, sinon une aide d'urgence pour les éleveurs qui sera vite épuisée. Pas un mot du gouvernement sur les fractures béantes au sein de ce monde agricole, des fractures qui ne se résument certainement pas à ce que l'on glisse dans les bulletins des élections syndicales agricoles. Ce qui est certain, c'est qu'en ce début 2024, on est dans une impasse. 2 futurs s'affrontent, celui de l'industrie agroalimentaire française, qui recherche la croissance et à laquelle on demande de nourrir le monde selon les lois de la concurrence, et celle d'une agriculture paysanne et vivrière, qui nourrit son territoire, débarrassée au maximum de la grande distribution et des coopératives, et qui a besoin de monde dans les champs. La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. Et c'est les bouffons du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui, ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Saison 3, épisode 10. La Bretagne contre les fermes-usines. Dans cet épisode, on ne va pas revenir en détail sur cette crise agricole, ni sur la situation des paysans. Par contre, on va se demander, c'est quoi habiter un territoire ravagé par l'agro-industrie ? Quelle vie on a à côté de ces élevages ? Comment est-ce que des régions entières ont été planifiées et sacrifiées sur l'autel de la concurrence agricole européenne et internationale ? Comment est-ce que tout un chacun se retrouve à prendre part à ce système parce que les jobs du coin des agences d'intérim, c'est l'élevage, l'emballage ou les abattoirs ? Mais aussi, comment est-ce qu'on résiste face à cette machine ? Comment on s'oppose et parfois on gagne ? Comment on bloque des trains pour s'opposer à l'importation d'aliments pour les animaux ? Alors je me suis rendue en Centre-Bretagne, là où on trouve une concentration exceptionnelle des fermes-usines, et j'ai rencontré 2 membres du collectif Bretagne contre les fermes-usines, Neven et François. Salut à tous les deux. Je voulais introduire le sujet en disant que sous les yeux, donc j'ai une carte publiée par la coalition RAFU qui présente donc les fermes-usines présentes sur le territoire national. Et ce qui frappe à première vue, c'est la concentration de ces fermes dans votre région, la Bretagne, et en Loire-Atlantique. Alors tout ce qu'on peut se demander en voyant cette carte, c'est comment on en est arrivé là. Et puis, à vous plus particulièrement, qu'est-ce que ça fait d'habiter ce territoire qui est particulièrement marqué par cette industrialisation de l'agriculture ? Alors, comment on en est arrivé là ? Je pense que la Bretagne, historiquement,
En fait, l'agriculture, dans le mythe de la modernisation, c'est ce qui a permis à cette région de se développer. Et donc, il y a eu une mise en place de plein de politiques pour développer une agriculture qui soit productive, intensive. Et donc, il y a eu un développement de plein d'exploitations, de fermes-usines, donc au service d'un récit modernisateur, avec l'idée de nourrir le monde, de devenir une région riche, pleine de vie, pleine de travail. Tout ça, c'est aussi des mythes. Mais voilà, historiquement, la Bretagne s'est développée aussi grâce et à partir de l'agro-industrie. Qu'est-ce que ça fait que d'y vivre ? Moi, je trouve que ce qui est assez marquant, c'est qu'en fait, on voit très peu d'animaux dans les champs. Donc, on sait que c'est une région où il y a plein de fermes-usines. Il suffit de voir la carte. Mais en fait, quand on se promène dans les paysages bretons, on voit que les paysages ont été modifiés par l'agriculture. Il y a des champs, mais par contre, il n'y a plus de haies, il n'y a plus de talus. Et on voit très peu d'animaux. Les porcs, on n'en voit jamais dehors. Alors qu'on est une région extrêmement productrice de porcs. Pareil pour les pollutions. Moi, ce qui me choque, c'est que je sais scientifiquement que ça a un impact terrible. À part les algues vertes qui se voient de manière extrêmement choquante sur les plages, quand on est dans le centre de la Bretagne, il y a plein de choses qu'on voit très peu. C'est assez étrange parce qu'on sait que c'est extrêmement pollué, mais il faut le savoir pour pouvoir le revendiquer et le dire et le voir. Et du coup, c'est ce qui permet à des maires de dire, ou sur des communes qui émettent beaucoup, notamment d'ammoniac, que leur commune n'est pas polluée, parce que ils peuvent le cacher. Il y a tout un travail pour cacher les pollutions. Oui, merci. Bonjour. Donc, oui, moi aussi, j'habite le centre Bretagne. Et je pense que la Bretagne a une histoire, effectivement, par rapport à l'agriculture, notamment parce que c'est une région qui est bordée de mer, donc qui a des ports maritimes qui permettent l'importation, l'exportation. Et il y a aussi, de façon historique, une communauté paysanne implantée, paysanne, ouvrière, qui était disponible pour faire évoluer le modèle agricole traditionnel, plutôt de paysannerie, vers quelque chose de plus industrialisé. Dans la culture bretonne, il y a quelque part, pour moi, il y a une relation au colonialisme, il y a une relation aux missionnaires, au fait d'aller apporter la bonne parole. Et on est passé de cet esprit-là à il faut nourrir le monde, on se lève tous les jours pour ça, pour nourrir le monde, c'est notre mission. Et c'est aussi exporter, c'est aussi importer des matières, et du coup faire de la Bretagne une usine de transformation. Aujourd'hui, en Bretagne administrative, donc les 4 départements, il y a 3,4 millions d'habitants, il y a 14 millions de porcs sur cette même surface, sur ces 4 départements. Et on les voit pas. Et aujourd'hui, le territoire breton, c'est 54% de la production nationale française qui se passe ici en Bretagne. Là, je compte les 5 départements, la Loire-Atlantique avec l'idée, la proportion. Je parle que du porc, mais la volaille, on est à un petit peu en dessous de 50%. L'industrie s'est développée, les filières, c'est vraiment un système industriel avec les différentes chaînes et des externalités négatives, comme on dit. En arrivant dans le petit village où vit Sophie, tout semble d'abord des plus normales. Je pousse la porte de son jardin, on se salue, puis elle commence à me raconter. À l'époque, il y avait deux exploitations laitières, là. Il n'y a plus rien maintenant. Le fils a repris, il fait du canard en batterie, en bâtiment. Et puis là, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais celui qui a la porcherie là, il rachète les terres, il rachète les petits comme ça pour avoir des terres, pour pouvoir avoir des surfaces pour répandre. Toute la Bretagne, c'est ça, c'est l'agro-industrie. Voilà, ici c'est canard, porc, dinde. Dans le bourg, poulet, il y en a partout. Et à l'autre sortie du bourg, porc encore. Par là-bas, porc. Ça fait beaucoup pour une petite commune comme ça. Et tous ceux que je sais pas. J'ai changé de monde.
Durant 2 heures, j'ai écouté ce que c'est que d'être la voisine d'une ferme-usine, de vivre à quelques pas de milliers de cochons enfermés toute leur vie en bâtiment, et d'avoir des fosses à lisier au fond de son jardin, comme de drôles de piscines aux odeurs nauséabondes. Et puis, subir et devoir se taire par peur des représailles. L'odeur, quoi. Des fois, t'as ton linge dehors, tu peux pas le mettre. Quand il y a les pulvérisations dans les champs avoisinants, tout ça, avec le vent, ça vient hein, dans les remontées acides que j'ai. Ça, je suis sûre que c'est lié parce que quand je vais m'occuper de mes animaux dans mon terrain, je fais de l'apnée le plus possible. Je fais tout ce que j'ai à faire et puis je me dépêche et je rentre. Voilà. Les nuisances, c'est les odeurs, les bruits. Les cris des animaux qui sont pas plaisants. Là, l'été dernier, je les ai entendus crier, mais l'été d'avant, c'était des cris horribles, quoi. C'était pas des cris d'animaux heureux, hein, ça. C'était des cris de souffrance. Et je rentrais chez moi et j'étais triste comme tout. Je me disais, c'est pas possible qu'on entend des bruits de ferraille, on entend que les animaux s'agitent, on entend des bruits de ferraille, on entend les bruits des ventilos, et je suppose que si je m'étais approchée, j'aurais pu voir les animaux, mais j'y tiens pas, absolument pas. Tu les as déjà vus ? Non, je n'ai pas envie de les voir. Quand on les voit, malheureusement, c'est quand ils partent à l'abattoir, quoi, quand ils sont chargés dans les camions, hein, ça c'est... Mais quand on prend la route du Faouët et qu'on voit les silos, déjà, des silos d'aliments, on imagine le nombre d'animaux qu'il y a en regardant les silos. Moi, je vois des mouvements qui commencent à dater un petit peu, qui ont leur propre histoire, des naturalistes universitaires, la SEPNB qui est devenue Bretagne Vivante. L'idée de Bretagne Vivante à l'époque où elle s'est créée, 1958, c'était, on va créer des espaces où il y aura de la nature 100%, quoi, les réserves naturelles, quoi. Bon, après, l'idée, bien sûr, a évolué et puis ils se sont rendus compte que si on ne s'occupe pas de la nature ordinaire, de la nature qu'on croise tous les jours, sur laquelle on met les pieds, on rate un enjeu essentiel, quoi. Et puis, il y a eu le mouvement des pêcheurs qui se sont rendus compte que la qualité de la rivière, leur pratique de pêcheurs dans les rivières... elle dépend de la qualité des cours d'eau, de la qualité de l'eau, et que tout ça est lié au développement de l'agro-industrie, entre autres, la qualité de l'eau. Et là, c'est Eau et Rivières qui est né de ce mouvement-là, qui est devenu un gros acteur institutionnel, qui compte aujourd'hui au niveau juridique, par exemple. Et puis en parallèle, il y a eu les mouvements paysans, très clairement. Oui, moi j'allais dire que moi les mouvements qui m'inspirent, c'est aussi le mouvement des paysans travailleurs, le mouvement ensuite de la Confédération paysanne, qui sont des mouvements et des syndicats de travailleurs et de travailleuses qui posent la question du sens et de la valeur de leur travail en essayant de sortir du paradigme capitaliste, donc de ne plus uniquement s'inscrire dans un objectif de production de valeur économique, mais de re-questionner le sens de la valeur de leur travail, donc avec un sens environnemental, un sens éthique, et du coup qui, par des actions concrètes de travail, de transformation de la matière, pose la question de ce qu'ils et elles souhaitent apporter au monde, mais aussi quelles relations ils veulent entretenir avec leur outil de production, et puis les inégalités dans le travail, avec des questionnements sur les rapports de classe. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, le mouvement contre les fermes-usines, il est vraiment à la rencontre de ces deux mondes, entre le juridique, environnemental, et le monde des travailleurs et des travailleuses et de la lutte pour des conditions de travail et des conditions sociales, et puis des conditions animales. Et vraiment, je crois que c'est ce qui définit vraiment la lutte aujourd'hui contre les fermes-usines, c'est la rencontre de ces deux mondes. C'est qui le collectif Bretagne contre les fermes-usines ? Quelle est son histoire, un peu comment il s'est créé ? Alors en fait, au départ, dans le Morbihan, il y avait des luttes locales.
contre les extensions et les créations de 3 poulaillers à Plodrin, Néant-sur-Yvel et à Langoélan. Et donc, au départ, quand un gros projet arrive à côté de chez soi, on peut être très, très démuni. Et donc, les riverains font souvent appel à des plus grosses assos ou des plus grosses organisations qui ont des compétences ou des connaissances sur le sujet. Il y a eu quelqu'un à Langoélan, entre autres, qui a remué ciel et terre. C'était une maraîchère en bio qui était installée depuis des années, qui faisait son activité. Et puis, du jour au lendemain, elle apprend qu'il y a un projet de poulailler industriel de l'autre côté du vallon où elle était. Elle se trouve sous les vents dominants et elle sait à l'avance que le jour où ce poulailler industriel va émerger, elle va perdre son agrément agriculture biologique parce qu'il y aura des retombées d'ammoniac, et ce qui fait que ça va la pénaliser, ça va lui faire perdre son travail. Et ça, aucune ligne dans l'étude d'impact. Donc elle a pété un plomb, elle a ameuté tous les réseaux, elle a été interpellé le préfet directement. Enfin voilà, elle a fait son job. Et puis autour d'elle sont arrivées différentes personnes en se disant il se passe quelque chose ici, il y a un enjeu, il y a vraiment un choix de société, il y a un choix de modèle agricole qui se passe là sous nos yeux. Donc il y a eu des équipes localement qui se sont organisées. Moi, j'en faisais partie. Moi, j'en ai rédigé des études d'impact dans d'autres, ça a été mon métier. Et là, je vois des études d'impact d'une qualité déplorable qui ignorent la plupart des questions essentielles. Donc, on commence à bosser ensemble et puis on épluche le dossier. Il y a Eau et Rivière qui se saisit, Bretagne Vivante aussi, qui se saisit juridiquement et qui vont porter un recours contre ce projet. Et il se trouve que dans le Morbihan, on a des obligations de débroussaillage autour des poulaillers existants pour éviter la propagation des incendies. Et donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à chercher. On avait une propriétaire des bois à côté dans les 50 mètres qui était vraiment contre cette installation. Et on a commencé à chercher, est-ce qu'il n'y aurait pas des espèces protégées, etc. Et on a trouvé un allié, on a trouvé de taille, qui est l'escargot de Quimper. L'escargot de Quimper, c'est une espèce protégée au niveau national, protégée au niveau européen, qui est annexe 4 de la directive Habitat, etc. L'escargot de Quimper vit dans la litière, dans les feuilles mortes, etc. Si c'est débroussaillé, l'espèce protégée et son habitat est détruit. Et ça, on n'a pas le droit de le faire, la loi nous le dit. Donc on va s'appuyer là-dessus. Et pour s'appuyer là-dessus, on s'est dit, il faut amener ça devant le bureau du juge. Et pour le faire, on s'est dit, on va contacter un huissier et on va amener un huissier sur le terrain, dans les bois, à constater la présence de l'escargot de Quimper. Ce qu'on a fait, l'huissier, ça lui faisait un changement radical par rapport à ses habitudes. Il s'est bien amusé, il en a trouvé lui-même au bout d'un moment. Il a fait son rapport, on l'a déposé sur le bureau du juge, et le juge a tranché, il a dit le poulailler de Langoélan est illégal, je casse l'arrêté préfectoral. Mais il y avait en parallèle des mobilisations aussi. Et ça, c'est indispensable. Il y a eu des manifestations, il y a eu des prises de parole devant la mairie de Langoélan pour dire « nous ne voulons pas de ce modèle ». Et donc, c'est créé le collectif Morbihan contre les fermes-usines, avec donc des représentants de ces groupes de riverains et riveraines et des plus grosses organisations comme par exemple la Confédération Paysanne, les faucheurs d'OGM, Extinction Rébellion, les pisseurs et pisseuses de glyphosate, les soutiens aux victimes des pesticides de l'Ouest. Et du coup, faisaient partie du collectif à ce moment-là des individus qui agissaient aussi dans d'autres organisations, des riverains et des riveraines, des individus de tout âge. Depuis le début, on est un collectif très intergénérationnel avec des cultures militantes aussi différentes. Et en fait, donc on a agi au nom de Morbihan contre les fermes-usines. Et puis, à un moment, notamment au moment des élections régionales, on s'est demandé, mais qui a la compétence de l'agriculture ? C'est la région. Et donc, en fait, lutter contre des fermes-usines et donc contre le système ferme-usine qui est un système holiste, ça sert à rien de lutter uniquement à l'échelle d'un département, puisque les décisions sont prises au niveau de la région, voire de la France, voire de l'Europe. Et donc, on a créé le collectif Bretagne contre les fermes-usines. Donc, on était avec des gens qui venaient des
4 ou 5 départements. On a pris contact avec des candidats aux élections et des candidates aux élections pour essayer de mener une action à l'échelle régionale, notamment au niveau des cantines scolaires, pour interdire la viande d'usine à la cantine. Et au résultat, c'est la région Bretagne qui avait au départ un plan volaille de déploiement de poulaillers sur la Bretagne, qui a abandonné son plan volaille et qui n'est pas revenu dessus. Et ils avaient prévu des financements, des bâtiments, etc. pour inciter. Et là, on n'en parle plus, quoi. Et puis, on voit la carte. On voit qu'il y a une surreprésentation des fermes-usines en Bretagne. Mais il y a des fermes-usines et d'autres organisations qui viennent nourrir le système agro-industriel partout en France. Et donc, il fallait s'associer avec plein d'autres collectifs. Et donc, on a créé la coalition nationale de lutte et de résistance aux fermes-usines qui s'appelle la coalition RAFU. On est organisé à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Le fait que la Bretagne est l'une des 3 régions les plus agro-industrielles en Europe et qu'en fait, toutes les jurisprudences qu'on arrive à obtenir en Bretagne, ça pourrait être hyper utile pour l'Europe. Donc, on ne l'a pas du tout encore dans les tuyaux, mais en tout cas, on y réfléchit. Il faudrait penser à un mouvement à l'échelle de l'Europe aussi. Parmi vos stratégies, il y a eu aussi celle de la bataille de vocabulaire. Nommer ces projets ferme-usine, c'est pas neutre, c'est devenu un terme dans les médias qui est repris. Qu'est-ce que c'est pour vous une ferme-usine ? Je sais que par exemple, entre Greenpeace et la Confédération paysanne, il n'y a pas forcément la même définition. Donc du coup, chez Bretagne contre les fermes-usines, chez RAFU, qu'est-ce qu'une ferme-usine ? Pour nous, une ferme-usine, ça n'a pas grand-chose d'une ferme. On considère qu'une ferme-usine, c'est une méthode ou un processus industriel qui est appliqué à l'élevage, aux cultures et à l'utilisation des terres. Ça veut dire que dans une ferme-usine, ce qui est produit n'est plus du vivant. C'est juste une ressource. Et donc, la principale dimension de notre définition de ce que c'est qu'une ferme-usine, c'est la rupture du lien avec le sol. La matière première, elle va être importée. L'agriculteur ou l'agricultrice ne va pas être pas forcément décisionnaire dans ce qui va être importé. Les animaux, ils vont être élevés tous pareils. On va avoir des produits hyper standardisés. Une fois qu'on arrive au moment où ça a le plus de valeur économique, bien sûr, ça va être exporté dans des circuits de production qui ne sont pas maîtrisés par les agriculteurs et les agricultrices. Et puis, ça va encore plus loin, cette rupture du lien au vivant, cette rupture du lien au sol, puisque, par exemple, les déjections vont être exportées. Donc, on ne va même pas gérer le cycle de la vie sur place. Et puis, les circuits de vente ne sont pas maîtrisés par les agriculteurs et les agricultrices. Donc, il n'y a plus de lien entre un produit qui est produit par un humain, qui va avoir dû faire du lien avec sa clientèle. Donc, il y a vraiment plus aucun lien au vivant ou aucun lien au sol. Donc, nous, on considère vraiment la ferme-usine dans un système. C'est le système ferme-usine. Et c'est un système où vraiment les méthodes de production industrielle sont appliquées à la production d'aliments. Produire le plus possible en créant le moins d'emplois possible, puisque créer de l'emploi, ça coûte cher. Là, le pilotage de la production va se faire par des groupes industriels. Il y a des normes sanitaires qui vont être imposées à toute la filière. Donc, il n'y a plus de plein air. Dans tout ça, le métier de paysan, il disparaît. Tout ça va donc avoir des impacts sur la santé mentale et la santé physique des riverains, des riveraines, mais aussi des exploitants et des exploitantes, avec un taux de suicide extrêmement élevé, des dépressions. Évidemment, un impact sur le bien-être animal qui est considérable, puisque à ce moment-là, l'animal n'est plus du tout considéré comme du vivant, donc on peut en faire ce qu'on veut. Et tout ça va encore avoir des impacts environnementaux, climatiques et sanitaires qui sont terribles, avec production des rejets massifs d'ammoniac, de CO2, de nitrates, de méthane, de pesticides, de fongicides, des traitements de synthèse. Les terres vont être artificialisées. Il va y avoir des nuisances qui sont liées au trafic, avec les camions qui arrivent, qui repartent. Il va y avoir une surconsommation et un accaparement des ressources en eau. Enfin, on le voit bien avec les méga-bassines. Et puis tout ça va créer évidemment en Bretagne notamment la prolifération des algues vertes. Il va y avoir des créations de maladies, de zoonoses, de l'antibiorésistance. Et tous ces systèmes-là, donc tout ce système capitaliste de production de nourriture,
Eh ben évidemment, c'est au profit des gérants, notamment de coopératives, et pas des paysans et des agriculteurs. C'est l'industrialisation du vivant, de la production agricole en général. Leur point commun, c'est bien de capter économiquement des ressources au détriment des acteurs locaux. Et donc la personne qui est censé faire cet élevage, tenir cet élevage, n'a plus les commandes. Il reçoit des ordres. Il n'est pas propriétaire de ce qu'il élève et il n'est absolument pas maître des marges qu'il pourrait se faire sur cette production. Et si jamais il a un lot, on appelle ça comme ça, un lot de poussins qui n'est pas en grande santé et que du coup il se retrouve pénalisé à la sortie parce que il a de la mortalité et des choses comme ça. Et si jamais il monte le ton de la voix par rapport à son intégrateur, qui est la coopérative avec laquelle il travaille, s'il monte le ton en disant ça va pas, mes conditions, etc., il va se faire pénaliser par des lots qui sont des lots de poussins par exemple qui sont pas en bonne santé, et il va perdre de l'argent puisqu'il est rétribué au nombre de poulets qui sortent de son poulailler, quoi. Et par contre, il a la charge du remboursement de l'emprunt du bâtiment. Donc c'est là qu'on arrive à des goulots d'étranglement et des situations invivables qui conduisent à des drames parce que effectivement les gens sont piégés par ces contrats d'intégration. Il y a eu des démarches juridiques pour casser ces contrats d'intégration et faire en sorte que de reconnaître que ce n'est plus une convention entre deux organismes, l'exploitation locale et puis une grosse coopérative, c'est du salariat déguisé, c'est de l'ubérisation. Et ça conduit à des drames, à des situations familiales intenables. J'ai dû charger les bêtes dans une bétaillère. Elle n'était certainement pas conçue pour le nombre d'animaux qu'on a chargé dedans, mais on ne voulait pas faire 2 tours, donc on chargeait un maximum de bêtes dedans. Donc les pattes passaient par les trous là sur les côtés, c'était immonde. Bon, ça déjà. Et après, il a fallu aller voir les porcs. Et c'était castration à vif et couper les dents et couper les queues. J'ai vu ça et j'ai dit mais je peux pas faire ça moi. C'était couper les dents avec une pince, castration là et la queue. Mais il faisait ça clac 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 clac, les queues, les machins. J'étais là, je peux pas. Et on me disait mais non, mais le cochon tu l'as pas encore touché, il gueule déjà. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Et du coup je me rappelle, j'avais dit aux gens, je dis je vais chez vous, je vous fais tout votre ménage si vous voulez. Je vous fais tout ce que vous voulez dans votre maison, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Autrefois, mon arrière-grand-père était paysan, je ne l'ai pas connu, mais mon père me racontait. C'est un très beau métier, agriculteur, paysan, et c'était autre chose, et je pense qu'il ne serait pas très fier de ce qu'on produit à l'heure actuelle, ce qu'on met dans les assiettes des gens. Il serait... ouais. Après, ils sont un peu forcés aussi, certains. Et ça laisse la place aux plus gros. C'est-à-dire qu'il y a un tri qui s'opère au fil des années. Tous ceux qui sont fragiles, un peu petits, qui ne mettent pas toute l'énergie nécessaire, eh bien, ils tombent économiquement, humainement. Et puis, on a une incitation à devenir plus gros, parce qu'il y a toujours ce discours « agrandissez-vous, ça va résoudre vos problèmes ». Il faut s'agrandir, vous produirez plus, et là, vous pourrez avoir plus de revenus, etc. C'est ce qui se passe dans l'élevage de porcs, avec des agrandissements de fou, quoi. Enfin, et à chaque fois qu'il y a agrandissement, il y a surproduction, les marchés en tiennent compte, et les prix de vente s'écroulent, les prix de rachat du porc s'écroulent. Et là, c'est de nouveau la crise. Enfin, c'est vraiment un cycle. Et une fois que la crise est là, ça élimine les plus petits et on continue à concentrer, quoi. Ouais, ça élimine les plus petits et puis ça vient jouer sur les filières à l'international où du coup, comme on a surproduit, on exporte.
Et donc les filières locales sont aussi complètement déstructurées, dénaturées, et donc ça a un impact sur les filières du monde entier en fait. C'est intéressant de garder ce mot-là aujourd'hui parce que il frappe l'imaginaire. Il y a une contradiction interne dans le mot ferme-usine, une incompatibilité entre ces deux mots qui normalement fait déclic et dit mais il se passe quoi là ? De quoi on parle ? De quel type d'installation ? Mais alors c'est quoi une ferme-usine ? On en revient à l'inscription dans ce paysage sur lequel on est, dans lequel on vit, quoi. Et tout le système ferme-usine qui va avec. Bien sûr. Ouais. Là, hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il avait été en Corse, il était allé en Corse, et qui mangeait de la charcuterie corse pour s'apercevoir que c'était des porcs qui venaient de Locminé, quoi. Ah ouais. Il disait, mais c'est une honte. C'est ça. En fait, on sait très bien, Locminé, que c'est ce qu'il y a là-bas, c'est ce qu'il y a ici, c'est pareil. Hein. Mais par contre, ça se retrouve dans la terre d'ici, et dans l'air, et dans l'eau. Tu les as vus les champs là en ce moment là la couleur qu'ils ont les champs là en ce moment. Ouais. Voilà, on sait ce que c'est. Hein. C'est des désherbants. Ça va être retourné après et on mettra des bons légumes qu'on retrouvera sous cellophane, sous plastique, voilà, dans les congélateurs des grandes surfaces. Vous avez cité les coopératives, les grosses coopératives qui sont du coup des acteurs majeurs parmi les principaux du système ferme-usine. Et puis il y a aussi les groupes comme le groupe Avril, dont le président de la FNSEA et le PDG. Ces groupes ont eu une stratégie de se placer à tous les échelons de la filière, de la fabrication d'alimentation, de se placer au niveau de l'hygiène et de la fabrication et la vente de médicaments. Donc évidemment à être ceux qui tiennent les paysans agriculteurs et donc de racheter les abattoirs pour en fait maîtriser toute cette chaîne comme ça et capter le maximum de valeur. Et c'est là qu'on voit bien dans quelle situation se retrouvent les agriculteurs qui ont fait le choix plus ou moins contraint de se mettre dans ce système-là. On a interpellé justement la coopérative Avril en tant que structure de préparation d'aliments, d'importation des quatre coins du monde, notamment le soja d'Amérique du Sud, au travers les ports bretons. Et donc ça, c'est devenu, que ça soit Avril, le Gouessant ou LDC également, des gros acteurs qui participent au côté financiarisation. Alors c'est intéressant, récemment, moi j'ai épluché les données des douanes import-export de la France. C'est très intéressant d'aller fouiner de ce côté-là parce que on voit de façon très détaillée un poulet lui-même est découpé en, je sais pas, il y a plus de 30 catégories, 40 catégories, parce que le poulet il peut être avec les abats, avec le cou, sans les pattes. Et à chaque fois, on voit l'importation, l'exportation. Et il y a une circulation de matière. Là, on parle plus d'animaux, on parle de matière qui se fait au travers le monde. C'est complètement hallucinant, quoi. Un saucisson, par exemple. On regarde la provenance du porc. C'est pas France, hein. C'est Espagne beaucoup. Hein. Pologne. Je vois ça des fois. Je dis Pologne. Je dis avec tous les élevages qu'il y a ici, on arrive encore à nous envoyer du porc d'ailleurs. C'est fou ça. Quelque part, on se dit, mais comment ça peut fonctionner ? Rien qu'en Europe, la France achète à la Belgique, achète à l'Allemagne, et en même temps vend en même temps à ces mêmes pays les mêmes produits, exactement les mêmes produits. Donc là, c'est du trading en fait. C'est la financiarisation des matières et en fonction des cours, je te fais un lot qui part à tel endroit où des quarts de porc partent en Chine, etc. Alors qu'on importe de Chine aussi. Parce qu'aujourd'hui, la France finance l'export. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des coûts qui sont pris en charge par l'État. Donc c'est l'État, c'est le contribuable qui met la main à la poche pour favoriser l'exportation, quoi. Et on participe
participe à l'abaissement des coûts du transport de façon artificielle, alors que les coûts environnementaux, les coûts sociaux des répercussions ne sont pas évalués ou très mal évalués, mal pris en compte. C'est un système qui nous échappe. Pour aller dans le même sens, mais avec la financiarisation de l'agriculture, il y a aussi la dépendance aux aides, la dépendance à la PAC, qu'il ne faut pas oublier non plus. L'argent public dope le système agro-industriel, et l'argent public, c'est une succession de décisions politiques qui, de nouveau, a choisi de soutenir un modèle productif et capitaliste et de nier tout le sens du travail paysan. Évidemment, ce système ne fonctionnerait pas sans les milliers de travailleurs des grandes surfaces, les ouvriers logistiques et les intérimaires dans les abattoirs. Sophie a été l'une d'entre eux. Il fallait attraper le poulet par la cuisse de ta main gauche, et de ta main droite, il fallait attraper le petit pochon, le rentrer à l'intérieur du poulet et suspendre le poulet. Et tu accroches le poulet. Et ça, c'était à une vitesse de 900 poulets de l'heure. Et après, on m'a mis sur un autre poste. Alors, de temps en temps, on me mettait là. Alors là, c'était sur une machine. On était à 3 sur cette machine. Alors, il y avait un qui avait les coups, l'autre qui avait les gésiers et l'autre qui avait les foies. Et tu attrapais des coups ou des foies et tu remplissais les petites boîtes et tu faisais ça toute la journée, des fois. Et l'autre à côté, elle faisait les coups, et l'autre les gésiers, qui après partaient dans ces petits pochons là qui arrivaient à l'autre bout de l'usine et qui étaient insérés à l'intérieur du poulet. Voilà. Et puis des fois, ça bloquait, tu mettais une tige et puis pour débloquer tout ça, et t'avais une grosse montagne de coups qui te tombaient comme ça. Voilà, c'est... Combien de temps t'as réussi à travailler là-bas ? Ah, pas beaucoup. Les tendinites, les épaules, voilà, on est tous estropiés vite fait. Le corps humain n'est pas fait pour tout le temps ce geste répétitif là. Celui qui fait carrière là-dedans, franchement, je lui tire mon chapeau, parce que. De toute façon, si on bosse là-bas, on n'a pas trop le choix, non ? En Bretagne, surtout ici, c'est surtout l'agro. On s'inscrivait en boîte intérim, on était appelé tout de suite pour remplacer quelqu'un dans les abattoirs. Je crois que la viande, c'est ce qu'il y a de pire. Quand j'étais en pause, je voyais les gars vider les camions. À l'accrochage, je les voyais en vivant, Voilà. Après, il y avait la chaillotine, la guiscrif. J'ai fait un petit passage là-bas aussi. Voilà. Et c'était que du dépannage. Je ne pouvais pas rester dans ces endroits-là. Et quand il n'y a que ça, qu'on a besoin de travailler, qu'il n'y a que ça, on est forcé d'y aller. Tout ça payé au SMIC, c'est-à-dire très peu. Ouais. Mes douleurs, c'est venu très vite. On m'a dit, on n'a jamais vu une évolution aussi rapide du syndrome du canal carpien. Et le nerf médian était aplati sur plus d'1 centimètre. Ça a été très très vite. Moi, au début, je ne savais pas ce que j'avais. Je continuais de travailler comme ça, mais c'est la nuit, je souffrais énormément. Et du coup, je parlais aux collègues de travail et il y avait une Turque qui était là. Elle était en pause dehors. Elle m'expliquait qu'elle avait eu ça. Et du coup, je lui dis, t'es guérie, quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Et elle m'a fait comme ça. Ah, ok. Je dis, ça veut dire se faire opérer, quoi. De la coalition contre les fermes-usines, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur ce qu'on mange, de redonner du sens au travail, de mettre à l'arrêt les projets d'extension ou de création de nouvelles fermes-usines tant qu'on n'a pas organisé un débat pour décider de ce qu'on veut pour l'agriculture. Mais en fait, ça permet de rappeler constamment qu'on a du pouvoir en tant que citoyen et de citoyenne sur les terres agricoles, sur le foncier. On doit pouvoir contribuer. Peut-être qu'on n'aura pas le moratoire sur les fermes-usines, mais peut-être qu'on peut avoir un moratoire sur d'autres choses, notamment sur justement la distribution du foncier. Au sein de la coalition RAFU, on soutient la profession paysanne avec ses compétences, son rapport à la terre. Et on demande un revenu paysan digne. Aujourd'hui, au vu de la LOA qui passe, donc qui est la loi d'orientation agricole qui vient planifier l'agriculture pour les prochaines années pour faire face au départ d'agriculteurs à la retraite et aux enjeux climatiques,
Le sens politique ne va absolument pas dans le sens de la paysannerie et va plutôt fonce tête baissée vers l'agro-industrie en essayant de raccourcir les délais pour que ce soit plus difficile pour les organisations de porter des recours contre les fermes-usines, contre les méga-bassines. C'est une coalition donc à l'échelle nationale, donc on continue de s'entraider entre collectifs, de se diffuser des compétences, des connaissances. On développe des alternatives, on développe le système pour lequel on a envie de se battre et vers lequel on va. Mais s'il faut dire stop, on dira stop. Bonjour à tous. On va prendre la parole pour le collectif Bretagne contre les fermes-usines. Il est composé d'une 50aine de signataires d'une charte qui reconnaît différents modes d'action, des recours administratifs aux actions directes, dans le but de mettre fin à l'agro-industrie et aux fermes-usines. Dans le cadre de ce collectif, on a réalisé une action le week-end dernier près de Pontivy. Une 50aine de militants et militantes ont arrêté un train qui transportait des céréales pour aller alimenter une usine de transformation en aliments pour animaux. Merci. Et donc on a arrêté le train, construit un mur sur les rails pour représenter donc l'agro-industrie qui va droit dans le mur et ouvert donc les vannes du train. Je vais laisser la parole pour expliquer cette action, les revendications et pourquoi on a fait ça. Il y a 2 ans, on a donc décidé d'arrêter un train de céréales qui allait desservir une grande coopérative d'agroalimentaire. On revendique l'action. Il y a 10 organisations du monde agro-industriel qui se sont déclarées partie civile. Ça veut dire qu'elles se déclarent victimes de l'action. Nous, notre objectif, c'était de faire un procès politique. C'était à visage découvert, filmé en direct. Et donc là, c'est assez inédit parce que c'est la première fois que ces organisations se déclarent partie civile. Et donc vraiment, ce moment de procès va devenir un procès politique où on va pouvoir parler de fond. On va essayer de plaider l'état de nécessité d'agir en montrant que tous les autres modes d'action n'ont pas abouti et qu'en fait, on n'a plus le choix que d'arrêter par des coups d'éclat médiatiques l'engrenage de l'agro-industrie. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 12 camarades qui sont poursuivis dans le cadre de cette action. Notre objectif, c'est d'obtenir une relaxe. Voilà, c'est des gens qui sont prêts à tout pour faire évoluer le modèle agro-industriel. C'est des gens qui sont prêts à prendre beaucoup de risques. Il y a eu des contrôles judiciaires qui durent plus de 2 ans la première année, avec obligation d'aller pointer à la gendarmerie tous les 15 jours, des interdictions de rentrer en contact les uns avec les autres. Donc avec une sorte de dissolution du collectif, mais une dissolution silencieuse qui s'est mise en place. Aujourd'hui, l'État est complice. On ne peut pas dire autrement. Quand on voit des dossiers d'extension de porcherie, par exemple, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les cours d'eau, les distances au voisinage, on ne peut pas dire que l'État ne savait pas. L'État sait. Moi, j'ai vu plaider au tribunal administratif, entre autres, le responsable de l'instruction des dossiers dans le Morbihan. Il a parlé à la magistrate en disant cette installation est exemplaire, nos services sont vigilants. Et au bout d'un moment, la magistrate l'a interpellé en disant ce que vous nous dites là, c'est pas tout à fait ce que vos services même ont présenté dans les différents mémoires qu'ils ont déposés. Le plan d'épandage, il y avait un tiers de ce plan d'épandage qui était prévu en agriculture biologique, bien sûr incompatible à un plan d'épandage porcin, qu'il y avait un cours d'eau qui avait été oublié. Du coup, les surfaces de ce plan d'épandage ne correspondaient absolument pas à la capacité d'absorption des terres et que, il y a du Natura 2000 en dessous, il y a des cours d'eau et avec la complicité des services de l'État qui, les yeux dans les yeux, nous affirment que c'est une situation exemplaire et plus qu'un renoncement, une complicité de l'État pour cacher les données environnementales auxquelles on a de plus en plus de mal à accéder, justement dans l'intérêt de l'agro-industrie et des groupes industriels. Pour les personnes, les journalistes qui ont enquêté, notamment sur le phénomène des algues vertes, il y a eu de l'intimidation, de la répression. Et vous, j'imagine que c'est quelque chose auquel vous faites ou vous allez faire face.
Comment c'est de se lancer dans cette bataille-là Parfois, on est contre des projets qui sont proches de chez nous. Du coup, les gens se connaissent, savent où chacune habite. Il y a un climat de peur. La journaliste Morgane Large qui s'est fait déboulonner ses pneus de voiture, qui s'est fait empoisonner son chien. On sait qu'on milite dans ce contexte-là. Moi, je crois que j'essaie de me raccrocher au fait que c'est important de lutter et qu'en fait, on fait collectif. On gère pas la peur tout seul de notre côté. La peur doit changer de camp. C'est sûr qu'on a peur aux représailles, oui. Quand j'ai dit que j'étais pas contente, qu'on me stocke des déchets comme ça, que les fosses ne sont pas aux normes, que les émanations, c'est pas couvert, les émanations d'ammoniac. Quelques jours plus tard, il y a un tracteur qui m'a serré avec mon véhicule et j'ai frôlé le talus, quoi. On m'a bien serré. Donc j'ai dit ça, c'est un avertissement, quoi. J'ai pas envie que ça s'accentue, pas du tout. Ils m'ont à l'usure. Une sorte de hiérarchie convenue au sein du milieu agricole qui dit, et si tu n'es pas agriculteur d'une famille implantée depuis génération un tel, ta légitimité est dosée. Il y a une hiérarchie. Plus tu es gros en volume d'exploitation, plus tu es légitime à parler au nom de l'agriculture, parce que tu as réussi aux yeux des autres. Et cette pression-là, elle existe même au sein des agriculteurs. Si tu es une femme, si tu n'as pas une belle maison, une belle voiture, un gros tracteur, eh bien, tu n'auras pas la crédibilité nécessaire pour rentrer dans un débat concernant l'avenir de l'agriculture. Pour ce qui est du citoyen, de la citoyenne, alors là, le dialogue est totalement impossible, quoi. Ce ne sont qu'une petite partie des agriculteurs qui travaillent dans ce type d'élevage. 3% des fermes produisent 60% des porcs, poulets et des œufs en France. Donc si la majorité des animaux ne voient pas le jour, c'est l'inverse du côté des éleveurs. On est parti rejoindre des tracteurs pour bloquer la 6 pour une durée indéterminée. En montagne, ce sont une cinquantaine d'éleveurs qui ont bloqué l'accès à l'Andorre. Le siège de Paris. Le salon de l'agriculture ouvrira ses portes samedi. Mais dans les champs et sur les ronds-points, la situation est loin d'être apaisée. Tournant dans la mobilisation des agriculteurs, mécontents des annonces de Gabriel Attal vendredi dernier. Blocage, cortège de tracteurs, plusieurs syndicats estiment que le gouvernement n'a pas tenu parole. Les normes, le manque de rémunération, les prix qui sont en dessous des coûts de production pour la plupart du temps. On se doit d'être là, on a beaucoup de choses à revendiquer. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils n'en peuvent plus. Ça fait des années qu'ils ont exprimer leur ras-le-bol, des années qu'on bataille, des années qu'on explique les choses, on n'est pas entendu. Sauf que là, on arrive à bout, il n'y a plus d'installation. Une fois rentré à la maison, j'ai regardé un peu les médias, et là, souvent, ça a été la déception, parce que la traduction de médiatiquement de ce mouvement était très pauvre. La presse va interroger la FNSEA, et puis ensuite la coordination rurale, et ensuite éventuellement la Confédération paysanne, ce qui ne respecte même pas l'ordre des élections, que c'est comme si le gouvernement n'avait entendu que d'une seule oreille. Et surtout, il s'est bien bouché la deuxième oreille, sur laquelle on parlait de revenus agricoles, de faire revivre les territoires au travers l'installation de paysans, de paysannes. C'était vraiment un moment où on a vu là-dedans tout le revenu est capté non pas par les agriculteurs, mais par les gérants des groupes et les patrons. Des projets de faire évoluer qui sont des décisions politiques qui se préparent longtemps à l'avance, et quand il y a un mouvement social, on le met sur la table et on en profite pour faire passer le truc. C'est une pratique gouvernementale. Il y a la France qui s'est engagée à réduire l'utilisation de ces pesticides. Et quand la crise agricole est arrivée, il y a eu une réponse FNSEA et gouvernement pour se dire là, il faut mettre des billes, il faut mettre des choses sur la table. Et on a eu un détricotage du droit de l'environnement, du droit à la santé, qui était complètement déconnecté du terrain.
Le vrai problème, c'est la concurrence déloyale. C'est le libre-échange, c'est les lois du marché qui sont votées depuis 30 ans pour que la marchandise circule librement. Je me dis, il faut que ça dure, il faut que ça continue, il faut qu'on continue de se battre pour les empêcher de s'agrandir. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, on agit au niveau juridique, mais il y a des moments où on doit aussi juste mettre des freins. Vite.